Bonjour à tous les amis de la Tronic Aventure. Il y a quelques semaines, un fidèle abonné de ma chaîne, Michel de Belgique, que je salue au passage, m'a fait découvrir un nouveau composant. Ce nouveau composant, c'est la varistance. Et il m'a suggéré d'en faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc si vous pouvez voir ce nouvel épisode, c'est grâce à Michel. Alors à quoi ressemble une varistance? Ça ressemble à ça. Comment ça marche? C'est une résistance variable mais non linéaire. Résistance variable car elle va dépendre de la tension que l'on va appliquer à ces bornes, et non linéaire car la résistance elle ne sera pas proportionnelle à la tension. En dessous d'une certaine tension, sa résistance sera très grande, plusieurs mégaohms, donc ça reviendra à avoir un état bloquant ou un circuit ouvert, et au-dessus d'une certaine tension, sa résistance va chuter brutalement, par exemple à quelques kiloohms, ce qui équivaudrait à un état passant ou un circuit fermé. En fait, ça ressemble un peu à une diode Zener bidirectionnelle, puisque ça marchera dans les deux sens. En effet, la varistance n'a pas de polarité, elle n'a pas de sens de branchement. Quel est son symbole dans les schémas? En général, on retrouvera ce symbole-ci, qui montre bien, avec cette courbe cassée, que sa résistance n'est pas linéaire. À quoi elle va servir? Elle va servir notamment à protéger des circuits de surtension. Elle va en fait écrêter les surtensions. Quand cette varistance sera insérée dans un circuit, tant que le circuit fonctionnera dans sa tension normale, nominale, la varistance se comportera comme un isolant, bloquant. Par contre, dès que le circuit va subir une surtension, la varistance deviendra très conductrice, donc en quelque sorte elle va court-circuiter cette surtension. Je vous en dis plus après le générique. Les varistances sont composées d'oxydes métalliques, c'est pour ça qu'en anglais on les appelle des MOV, Metallic Oxide Varistor. Alors pour les reconnaître, vous allez voir, quand on est débutant, c'est pas évident. Quand on est débutant et qu'on tombe sur un composant comme ça, il y a de fortes chances pour qu'on pense que c'est soit un condensateur, soit une self. Du coup, on peut être tenté de se servir de ce testeur de composants pour identifier ce composant. Regardez ce qui se passe. Je le branche sur le testeur. Je mets en route. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est un condensateur capacitor 1967 picofarad. Il se trouve que non, c'est pas un condensateur. C'est bel et bien une varistance. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se fier sur ces petits testeurs pour identifier les varistances. Et puis si je me dis, tiens, c'est peut-être une varistance, et comme je sais que la varistance offre une résistance variable, je vais peut-être pouvoir la lire au ohmmètre. Donc je me mets en position ohmmètre, je viens brancher les deux sondes, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Over limit, donc je ne suis pas plus avancé. Donc le testeur, ça marche pas, le multimètre, ça marche pas. Le seul moyen qui nous reste, c'est d'arriver à déchiffrer ce qui est écrit dessus, si l'inscription est encore lisible. Par exemple, pour celle-ci, il est écrit dessus 10D270K. Cette varistance, elle provient de chez HDevBot. Je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo pour ceux qui voudraient s'en procurer. Que veut dire cette inscription? Il va falloir faire comme ça pour la déchiffrer. Les deux premiers chiffres 10, c'est sa dimension. Je crois que dans certains cas, c'est sa dimension en millimètres. D, c'est sa forme, ça veut dire que ça sera un disque. L'inscription la plus importante pour nous, ça sera celle-ci, 270. Même là, il va falloir faire comme ça. On retient les deux premiers chiffres ici, 27, et ça, c'est le nombre de puissance 10. Donc ça veut dire que ça sera 10 puissance 0. Donc on va faire 27 fois 10 puissance 0, ça fera 27. Ça sera 27 volts. Si ici on avait 1 à la place du 0, ça voudrait dire qu'on aurait 10 puissance 1, 10 puissance 1, on aurait 270 volts. Et puis la lettre K,
Eh bien, c'est tout simplement la tolérance par rapport à cette valeur. Et K, ça correspond à une tolérance de plus ou moins 10% par rapport à la valeur qui est annoncée. Donc pour cette varistance, ce sera 27 volts plus ou moins 10%. Ces 27 volts, à quoi ça correspond? Eh bien, on pourrait appeler ça sa tension de seuil. C'est quand on lui appliquera cette tension, ici de 27 volts, aux bornes de la varistance, que la varistance laissera passer à travers elle un petit courant de 1 mA. Je reviendrai sur cette notion un peu plus loin dans la vidéo. Vous vous doutez bien que les varistances ont plusieurs fabricants. Donc par exemple, ça c'est une autre varistance d'une autre marque. Si on trouve ce code sur une autre varistance, eh bien pareil, on va décomposer comme ça cette fois. Donc ça sera par rapport à sa taille, vraisemblablement en millimètres, mais je ne suis pas sûr. Ça sera également sa tolérance, de plus ou moins 10%, quand c'est la lettre K. Et puis là, cette fois, on aura directement la tension de seuil qui sera de 275 volts. Donc là, il n'y a pas une valeur avec une deuxième valeur en puissance de 10, c'est directement la tension de seuil. Voici maintenant un autre exemple de varistance. Donc pareil, on fait comme ça. Donc là, ça serait sa taille, son diamètre en millimètres. Là, c'est sa forme, donc ça veut dire que ce serait un disque. Et puis là, comme pour le premier exemple, on va devoir décomposer, c'est-à-dire prendre que les deux là et celui-là. Donc ça, c'est 47. Et ça, c'est 10 puissance quelque chose. Donc là, ça serait 10 puissance 1. Donc on fait 47 fois 10 puissance 1 égale 470. Et là, c'est 470 volts. Donc là, cette fois, on a la tension de seuil qui est de 470 volts pour ce type de code. Alors maintenant, il faut que j'attire votre attention sur un autre point important. J'ai l'impression que le type de tension de seuil qui est mentionné sur les varistances n'est pas le même selon les marques. Certaines marques donneraient la tension de seuil en tension RMS ou efficace. Donc par exemple, si on avait le 275, ça voudrait dire 275 en tension alternative, ce qui correspondrait à une tension continue de 275 fois à peu près 1,4. Et d'autres marques donneraient la tension de seuil en tension continue directement, ou crête, ce qui voudrait dire que si on voyait une valeur de 430 volts, ça serait bien 430 volts, courant continu, et donc ça voudrait dire 300 volts en tension RMS. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours aller chercher la datasheet de la varistance en question pour savoir quel type de tension est mentionné sur la varistance. Si c'est pour un circuit alimenté en courant alternatif, il faudra calculer la tension crête de façon à bien respecter cette tension crête en fonction du code indiqué sur la varistance. Par exemple, je rappelle que quand on dit qu'on est en 230 volts alternatif pour le secteur, eh bien en fait 230 volts c'est la tension RMS ou efficace, mais pas la tension réelle, la tension crête qu'on pourra trouver. Parce qu'en réalité, on va avoir des tensions crêtes qui pourront aller jusqu'à 320 volts. Si on voulait utiliser justement une varistance pour un circuit alimenté en courant secteur de 130 volts RMS, il faudrait prendre une varistance d'au moins 350 volts en tension crête. Donc je rappelle, ce qui est très important, c'est d'aller consulter la datasheet correspondant à la marque de votre varistance. Et si vous allez voir cette datasheet, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il existe trois notions de tension. Une appelée Max Allowable Voltage, une autre Varistor Voltage, et une troisième, Clamping Voltage. Eh bien, sachez que la tension qui est imprimée, qui est gravée sur la varistance, ça serait la Varistor Voltage. Pourquoi est-ce qu'on a ces trois notions, Max Allowable Voltage, Varistor Voltage et Clamping Voltage? Eh bien, pour ça, il faut qu'on regarde de plus près la courbe de résistance d'une varistance en fonction de la tension à ses bornes. Vous vous souvenez de son symbole? C'était celui-là. On a une droite qui semble cassée à deux endroits, et justement ces deux cassures représentent la non-linéarité de la résistance de la varistance en fonction de la tension à ses bornes. Alors voici un schéma qui représente la courbe du courant qui va traverser la varistance en fonction de la tension à ses bornes. Donc là c'est bien une courbe de courant et pas une courbe de résistance. Mais bon, forcément les deux sont liés. Quand la résistance est faible, le courant est fort, et inversement, quand la résistance est importante, le courant est faible. On voit bien qu'à un moment, la courbe du courant grimpe brutalement,
car la résistance de la varistance chute brutalement. Eh bien ce point-là est appelé varistor voltage. Donc c'est celui-là qui est indiqué sur les varistances. Il correspond à la tension qui donnerait 1 mA de courant qui traverserait la varistance. Au-delà de cette tension, la varistance est considérée comme passante. Donc c'est pour ça qu'après, au-delà de cette tension, le courant va très fortement augmenter. Donc c'est cette tension qui semble être indiquée sur la varistance. Je vous avais dit tout à l'heure que sur la datasheet, la première valeur qui était donnée s'appelait Maxi Allowable Voltage. Eh bien c'est cette valeur-là qu'il faudra regarder pour choisir son modèle de varistance, puisqu'en fait c'est dans ces valeurs-là que la varistance se comportera comme un circuit ouvert ou un état bloquant. Si on reprend la varistance que je vous ai montrée en début de cette vidéo, où il était écrit dessus 10D270K, eh bien si on reprend la datasheet, on voit que 27 volts, c'est la tension varistor voltage en courant continu. Ce qui veut donc dire qu'au-delà de cette tension, la varistance va devenir quasiment totalement passante, et nous, on va devoir l'utiliser pour un circuit alimenté dans une tension inférieure, une tension à peu près de 22 volts. Puisque sur la datasheet, en face de allowable voltage, on voit une tension de 22 volts. Sachant que 22 volts ici, c'est en courant continu. Ce qui veut dire que si on voulait mettre cette varistance-là dans un circuit alimenté en courant alternatif, on devrait l'utiliser pour une tension alternative RMS de 17 volts. Donc en résumé, cette varistance est prévue pour fonctionner avec une alim en courant continu de 22 volts maxi ou de 17 volts RMS alternatif maxi. En effet, 17 volts RMS en courant alternatif, ça veut dire qu'on va avoir des crêtes de tension réelle de à peu près 22 volts. Donc c'est pour ça que cette varistance conviendrait pour du 17 volts RMS. Ces valeurs-là, ce seront les maximums de tension qu'il ne faudra pas dépasser pour que notre varistance ne perturbe pas le circuit dans lequel elle est implantée, puisque tant que la tension restera en dessous de ces valeurs, notre varistance restera bloquante. Volontairement, dans ce tuto, je ne vous parlerai pas de la troisième notion de clamping voltage qui apparaît dans les datasheets. Ce serait un petit peu trop compliqué vu mon niveau. Maintenant qu'on a à peu près compris comment fonctionne dans son principe une varistance, voyons le plus important, comment s'en servir dans un circuit, à travers notamment quelques exemples. La plupart du temps, la varistance va servir à protéger un circuit de surtension, donc à écrêter les surtensions en les évacuant ailleurs. C'est pour ça qu'on va généralement brancher notre varistance en parallèle avec l'alimentation. Ainsi, en cas de surtension produite par l'alimentation, le courant créé par la surtension va directement traverser la varistance et ne pas aller dans le circuit. Donc ça permettra de protéger tous les composants qui sont en aval de la varistance. Notre varistance, elle va quasiment se comporter un peu comme un court-circuit et donc ainsi protéger le circuit qui est en aval, car le courant choisit toujours le chemin le plus facile, donc le moins résistant. De façon très simpliste, on pourrait dire que en mode de tension normale, c'est comme si on avait ça, puisque la varistance se comporte comme un circuit ouvert, et en mode de surtension, c'est comme si on avait ça, car pour la surtension, la varistance va se comporter un peu comme un court-circuit. Mais par contre, ce court-circuit, bien sûr, va devoir être géré ailleurs, peut-être avec des fusibles par exemple. Du coup, on devrait pouvoir s'en servir aux bornes d'un relais pour éviter les surtensions de coupure. Et là, on n'aurait plus besoin de diode de roue libre. Ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite l'expérience. Voici un montage très simple. J'ai un relais qui vient tout simplement commander une LED. Alors par simplification, je n'utilise qu'une seule alimentation, la même pour le relais et la même pour la LED. Donc au point de vue de l'intérêt, il n'y a aucun intérêt à faire un montage comme ça. C'est simplement pour mettre en évidence le phénomène de surtension aux bornes du relais quand on viendra le couper. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai rajouté un interrupteur. La LED, elle sert juste à visualiser le travail du relais. Quand je vais actionner l'interrupteur pour fermer le circuit ici, le relais sera alimenté. Dès que le relais est alimenté, ça ferme ce circuit-là. C'est-à-dire que ça relie cette broche-là avec celle-là. Donc ça alimente la LED. Et puis dès que je viendrai ouvrir ici au niveau de l'interrupteur le circuit du relais, le relais ne sera plus alimenté, la LED s'éteindra, mais le relais comportant une bobine à l'intérieur, au moment où on viendra couper le relais, ça va créer une surtension inverse aux deux bornes d'alimentation du relais. Donc c'est pour ça que d'habitude ici, on vient brancher une diode de roue libre
pour permettre à cette surtension de s'évacuer en tournant comme ça, de s'amortir comme ça dans le relais, et ça évite ainsi que cette surtension inverse endommage d'autres composants du circuit. Donc là, volontairement, je ne mets pas de diode de roue libre pour vous montrer le phénomène de surtension inverse au moment où on coupe l'alimentation de notre relais. Pour notre première expérience, je vais venir brancher ici et là les deux sondes de la voie 1 de mon oscilloscope de façon à bien visualiser ce phénomène de surtension inverse au moment de l'ouverture du circuit d'alimentation du relais. Voilà le circuit sur ma breadboard. Ici, les deux sondes de la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes du relais. Et ici, ces deux fils du pont, c'est mon interrupteur pour alimenter ou ne plus alimenter le relais. Donc là, je l'alimente, la LED s'allume, je le coupe, la LED s'éteint. Alors pour qu'à l'oscilloscope, j'arrive à créer plein de coupures, plutôt que de faire comme ça, je vais utiliser une petite astuce. C'est tout simplement une lame de scie avec des dents. Je vais venir relier un côté de la lame au moins de la lime. Et puis ici, je vais venir promener mon fil sur les dents crantées de la scie. Comme ça, je vais pouvoir créer très rapidement une multitude d'alimentation, coupure, alimentation, coupure. Et de cette façon, à l'oscilloscope, on verra beaucoup plus d'échantillonnage de surtension de coupure. Je suis sur une échelle verticale de 1 carreau égale 10 volts. Volontairement, je me suis mis en haut parce que les surtensions, on va les voir sur la partie basse, sur la partie inférieure de la ligne du 0 volt. Quand je vais alimenter mon relais, on verra la tension de 5 volts aux bornes du relais qui va s'élever vers le haut. Et puis au moment des coupures d'alimentation du relais, on verra les surtensions inverses de coupure. Et vous allez voir, elles peuvent descendre très bas. Allez, c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, elles peuvent descendre en dessous de la zone limite de l'écran. C'est-à-dire on a des surtensions inférieures à 10, 20, 30, 40, 50, 60 volts. Ça dépasse même les 60 volts en tension négative. Ce phénomène de surtension négative est complètement logique, puisque je rappelle, dans un relais, il y a une bobine. Quand on coupe une bobine, ça crée une surtension négative, donc en sens inverse, qui peut être parfois très élevée. Et comme là dans mon circuit, vu que je n'ai pas de diode de roue libre, je n'ai rien pour amortir cette surtension. Maintenant, regardons ce qui va se passer toujours à l'oscilloscope en me branchant ici et là, si je rajoute cette fois aux bornes de mon relais ma fameuse varistance de 27 volts de tension de seuil. Logiquement, quand je vais venir fermer le circuit ici, eh bien, elle ne devrait pas laisser passer le 5 volts, puisque je rappelle, sa tension de seuil est d'à peu près 27 volts, donc elle sera bloquante à la tension de 5 volts, donc le 5 volts pourra bien venir alimenter le relais. Mais par contre, quand je viendrai ouvrir le circuit ici, je vais avoir une très forte surtension inverse aux bornes de mon relais. Et là, logiquement, par exemple ici, si j'ai du moins 60 volts, eh bien cette fois, le moins 60 volts pourrait passer à travers ma varistance, ce qui fait qu'aux bornes de mon relais, logiquement, je ne devrais plus jamais avoir de tension supérieure à 30 volts. On va tout de suite vérifier ça à l'oscilloscope. Je viens rajouter ma varistance aux bornes du relais. Et comme tout à l'heure, avec cette lame crantée, je vais faire une succession de micro-coupures. Voilà, et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que les surtensions inverses ne peuvent jamais excéder, elles ne sont jamais plus basses que ça, donc c'est-à-dire moins 10, moins 20, moins 30 volts. Elles ne peuvent jamais descendre en dessous de moins 30 volts. Donc grâce à cette varistance, on a pu réduire nos surtensions inverses de coupure. Là, ces surtensions sont limitées à moins 30 volts parce que j'utilise ma varistance 27 volts. Mais si j'utilisais une varistance 5 volts, je pense qu'il en existe. Il en existe dans des tensions beaucoup plus basses. Eh bien, je pourrais encore davantage réduire mes surtensions de coupure. Donc oui, une varistance bien dimensionnée pourra remplacer une diode de roue libre parce qu'elle ne laissera pas passer, dans mon cas, le 5 volts, donc le relais pourra bien être alimenté en 5 volts. Et par contre, elle écrêtera toutes les surtensions inverses au-delà de sa tension de seuil. Et pour terminer, je voudrais vous montrer comment, avec un petit montage step-up, on peut vérifier une tension de seuil d'une varistance. Voici le schéma du montage. C'est un montage step-up fait avec un relais monté en mode auto-oscillant. C'est-à-dire que je vais utiliser la porte normalement fermée pour venir relier le moins de l'alimentation de mon relais.
Ce qui fait que quand je vais l'alimenter ici, qu'il aura du plus 5 volts, le relais va coller. Le contact qui était au repos en normalement fermé va passer ici sur cette broche-là. Donc ça va ouvrir le circuit d'alimentation du relais qui va se couper. En se coupant, ça va faire une surtension. Cette surtension va venir franchir la diode et va venir charger ce condensateur. Dès que le relais est coupé, il va repasser en mode repos. En mode repos, il va refaire contact entre cette broche-là et cette broche-là, qui va donc de nouveau réalimenter le relais. Et dès qu'il va être alimenté, il va se recouper immédiatement puisque le contact va se faire cette fois sur cette broche-là, et ainsi de suite. Donc on va avoir une succession à toute vitesse d'alimentation, coupure, alimentation, coupure. Et tout ça va créer une multitude de surtensions de coupure qui vont pouvoir charger notre condensateur. Je vais venir brancher ici aux bornes du condensateur un voltmètre. On va venir surveiller la tension aux bornes du condensateur. Et vous allez voir qu'à partir d'une simple tension de 5 volts, on peut obtenir une accumulation de tension assez élevée. Démonstration. Alors attention, sur le schéma, je l'avais écrit, mais j'ai oublié de vous le dire à l'oral. J'utilise ici un condensateur qui peut monter jusqu'à une tension de 80 volts. Donc si vous voulez refaire cette expérience, prenez bien un condensateur qui peut monter dans des tensions assez élevées. Je mets mon multimètre en position mesure de tension continue. Donc là, je viens mesurer la tension aux bornes de ce condensateur. Allez, c'est parti, je mets mon montage sous tension. Donc on entend bien les bascules du relais qui oscillent. Et regardez, la tension monte déjà. On est déjà à 20 volts. Et vous allez voir que ça peut monter assez haut. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas du tout dans ce montage de varistance. Je vais y venir juste après. Vous allez comprendre. Là, on voit très bien que sans varistance, on peut obtenir des tensions qui sont assez élevées. Voilà, j'ai dépassé les 53 volts. Donc maintenant, je vais arrêter cette expérience. Je vais décharger ce condensateur. Je vais faire une modification à mon montage. Je vous reprends au tableau. Je viens rajouter ici, aux bornes de mon condensateur, en parallèle avec le voltmètre, toujours ma même varistance de 27 volts de tension de seuil. Et on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du voltmètre. Je rajoute ma varistance et je remets en route le montage. On voit que la tension repart à la hausse. 20 volts. Je rappelle, ma varistance a une tension de seuil de 27 volts. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que effectivement, on a une stabilisation de la tension de charge de notre condensateur à peu près à 27 volts. Le condensateur a de la difficulté à se charger dans une tension supérieure à 27 volts. C'est logique, puisque à partir, on va dire, de nos fameux 27 volts, on a un courant de 1 mA qui commence à traverser notre varistance. Et du coup, comme ces surtensions créent à la base des très faibles courants, eh bien ce petit courant de fuite suffit à faire que notre condensateur ne se charge plus. Donc tout le courant lié à la tension supérieure à 27 volts commence à traverser la varistance. Donc ça veut dire que si on a une varistance d'assez faible tension, mais dont on ne connaît pas la tension de seuil, ou dont on voudrait vérifier la tension de seuil, eh bien avec ce petit montage step-up, on pourrait facilement connaître la tension de seuil d'une varistance. Donc là, moi avec mon montage, je ne peux pas atteindre des tensions supérieures, je pense, à 60 volts. Donc avec ça, je ne peux pas tester des varistances de 270 volts, bien sûr. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera. Encore merci à Michel. Et moi, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao!